commencer cette formation sur la vaccination et les nouveautés en compagnie de docteur Kénard Fanny, voilà, qui travaille en maladies infectieuses au CHU, donc qui va nous faire une présentation donc en 3 parties. Et puis après chaque partie, éventuellement, on pourra déjà commencer aux questions que vous vous poserez éventuellement entre chaque partie. Et puis autrement, je pense que tout le monde a déjà rempli son pré-test. Sinon, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et puis on le corrigera en fin de formation. Donc si ça vous va, je passe la main au docteur Kénard, si tout le monde est OK et nous entend bien. Pas de souci? OK. Et bonne formation à vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci Dr Kénard et merci Hélène de m'avoir accueilli ce soir pour présenter cette session sur la vaccination. Donc effectivement il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé de faire en sorte de résumer un peu ce qu'il y avait de plus important. À la fin, s'il y a des commentaires, des choses en plus sur lesquelles vous vouliez discuter, on pourra prendre un temps pour ça. Donc effectivement, il y a 3 parties. Donc la première, ça va être surtout sur des généralités. Donc les recommandations françaises, elles se basent sur le calendrier vaccinal qui sort chaque année à peu près fin avril. Donc ce que je vais vous dire là va peut-être changer dans 1 ou 2 semaines, on verra. Et puis en ce moment, il y a énormément d'actualisations, il y a énormément de vaccins qui sortent, il y a des nouveautés très très souvent, et donc par exemple l'année dernière en 2024 il y avait eu 3 actualisations de ce calendrier vaccinal, donc c'est vrai qu'il faut se mettre à jour vraiment régulièrement. Donc ce calendrier vaccinal on le trouve sur le premier site là, que je vous ai dit, Santé-Gouv. Ensuite, je vous ai cité 2 sites où il y a énormément d'informations sur les vaccins, les vaccinations, les schémas vaccinaux, sur les actualités, sur les vaccins à venir, etc. Donc, c'est le site mesvaccins.net et le site infovac.fr. Et après, il y a le Haut Conseil de santé publique qui a émis des recommandations sur les rattrapages vaccinaux. Donc rattrapage vaccinal en population générale, le rattrapage vaccinal chez les personnes migrantes pour lesquelles on n'a aucune information sur ce qui a été fait ou pas dans leur pays. Et donc ces recommandations sont très bien faites, c'est des tableaux qui sont très clairs, donc je vous invite à regarder ça. Donc, juste un petit point sur l'injection intramusculaire, donc au niveau du vaste externe pour les enfants de moins d'1 an, et puis dès qu'ils atteignent l'âge de la marche, c'est prouvé que dans le deltoïde, ça fait moins mal, et de bien adapter l'aiguille en fait pour que le produit puisse passer en intramusculaire quand c'est des vaccins qu'on doit faire en intramusculaire. Je dis ça parce qu'en fait, il y a des adjuvants souvent dans les vaccins inertes qu'on doit faire en intramusculaire, et ces adjuvants, quand ils sont mis en sous-cutané, en fait, ça fait plus d'effets indésirables. Ça fait plus d'effets indésirables locaux, régionaux. Donc c'est pour ça que j'insistais sur la taille des aiguilles. Ensuite, une autre généralité, donc quand on fait des vaccins, dans les schémas vaccinaux, donc chaque dose compte. Même si finalement on a une dose qui a été décalée, chaque dose compte, on ne reprend jamais à 0. Et ce qu'il faut surtout, c'est bien respecter les intervalles entre les doses. Par exemple, hépatite B, le schéma c'est M0, M1, M6, donc ça veut dire qu'il faut bien respecter 1 mois entre les 2 premières, puis 5 mois au moins entre les 2 suivantes. Mais si finalement on a 3 mois entre les 2 premières et je sais pas 10 mois par exemple entre les 2 suivantes, ça va marcher quand même. C'est les intervalles minimums surtout qui comptent. Donc ensuite, un petit mot de définition. Donc la vaccination, c'est le processus qui va stimuler la réponse immunitaire adaptative protectrice contre les micro-organismes en exposant l'individu à des formes non pathogènes ou à des composants de ces micro-organismes. Et donc le vaccin, c'est la préparation qui est constituée soit d'antigènes, soit d'acides nucléiques, et qui va induire en fait la réponse immunitaire spécifique pour protéger l'individu ensuite contre l'infection naturelle. Donc au niveau de l'histoire, donc au tout début on parlait donc de variolisation, donc ça c'était Marie Montaigu, en fait c'était une Britannique
qui avait été marié à un ambassadeur à Constantinople et donc qui avait voulu protéger ses enfants contre la variole qui sévissait à l'époque. Et en fait, du coup, elle avait eu l'idée de prendre du pus séché donc d'une personne qui avait eu la variole et qui était en train de guérir et de l'injecter en sous-cutané à ses enfants. Et donc, elle a trouvé un médecin en rentrant en Angleterre qui avait bien voulu lui faire chez sa fille. Et donc, sa fille n'a jamais eu la variole. Et donc, c'est la première expérience, je dirais, de variolisation. Et puis ensuite, donc, ça a été plus ou moins pratiqué pendant quelques dizaines d'années, jusqu'à ce qu'il y ait ensuite les travaux de Jenner en 1798, donc 70 ans plus tard. Donc lui, il n'a pas pris la substance au niveau de pus séché de boutons de personnes, mais en fait, il a utilisé les substances qu'il y avait dans les vésicules d'une vache donc contaminée du cowpox, donc de la variole de la vache, pour les injecter chez l'humain, pareil, en sous-cutané. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle la vaccination, parce qu'en fait, ça vient de vacca, de vache, du coup en italien. Et donc, il avait pris donc, la substance de la vache pour protéger les hommes. C'était deux virus, donc cowpox et smallpox, deux virus orthopox virus, deux virus de la variole. Et donc, le fait de prendre chez la vache, ça protégeait les humains. Et donc, ça, c'est la première expérience de vaccination. Donc, vous savez que ça a été un grand succès de la médecine, ça a permis donc d'éradiquer la variole, d'éliminer quasiment la polio et puis de contrôler de nombreuses maladies, j'y reviendrai après. Et donc, quelques années plus tard, après, donc, les travaux de Pasteur, de Roux, ont permis, eux, de ne plus prendre la substance ni chez une personne humaine ni chez un animal, mais bien de en fait, garder ces micro-organismes, ces antigènes en laboratoire, de les cultiver et puis d'en produire donc, des vaccins. Donc le vaccin, c'est vraiment le produit qui sort du laboratoire avec donc, les substances nécessaires pour que la personne puisse produire des anticorps contre la maladie. Donc c'est des techniques qui sont reconductibles. C'est pas comme quand on prend directement de l'animal, donc c'est vraiment reconductible. Et donc ça, c'est le vaccin donc, qui sort du laboratoire. Donc la première vaccination d'un enfant avec vraiment des vaccins, c'était en 1985, la vaccination d'un enfant contre la rage par l'équipe de Pasteur. Et puis ensuite, il y a eu le développement d'énormément de vaccins avec énormément de techniques vaccinales sur toutes les années 1900. Et puis là, ça continue dans les années 2000 avec énormément de vaccins qui continuent d'être produits et découverts. Donc la vaccination, elle va permettre de protéger l'individu lui-même de la maladie. Ça va permettre de protéger l'entourage. Donc ça, c'est quand on parle de vaccination altruiste. Par exemple, une personne qui est très immunodéprimée, qui ne peut pas recevoir de vaccin vivant, ben finalement, on va la protéger en vaccinant son entourage pour qu'elle ne lui ramène pas le pathogène. Et puis, il y a aussi une protection indirecte par l'immunité de groupe. Donc ça c'est seulement pour les agents infectieux qui se transmettent d'individu à individu quand le réservoir il est humain. Et donc la vaccination à une proportion suffisante de la population permet d'interrompre la circulation et de protéger la collectivité, y compris les non-vaccinés. Donc ça, après, ce seuil de proportion suffisante, il varie en fonction du pathogène. Donc ça, c'est l'évolution de l'incidence de certaines infections à prévention vaccinale. Donc vous avez déjà dû voir ces schémas, mais donc il y a la diphtérie en haut à gauche, il y a le tétanos en haut à droite, la polio, donc comme je disais, qui a quasiment disparu. Maintenant, elle est seulement dans 3 pays, il y a de la polio sauvage. Donc c'est quasiment disparu. Et puis ça, c'est les méningites à Haemophilus influenzae, avec du coup des incidences qui ont vraiment diminué. Donc après, je vous ai refait un point sur donc, les différents types de vaccins. Donc, pourquoi des fois on parle de vaccins vivants, pourquoi on parle des fois de vaccins inertes, quelles sont les différences?
Donc le vaccin vivant, en fait, il va provoquer, en fait, on prend directement en fait l'agent pathogène qu'on atténue. Donc je vous montrerai après comment on atténue. Donc on prend cet agent pathogène vivant qu'on injecte à la personne. Donc forcément, ça va provoquer une infection qui va souvent être asymptomatique, mais qui va quand même des fois entraîner des réponses immunitaires qui sont des fois plus importantes que pour les vaccins inertes. Donc c'est des vaccins qui font plus souvent de la fièvre. Il y a des risques de retour à la virulence chez les personnes qui sont immunodéprimées, forcément, comme on injecte le pathogène. Il y a des risques d'effets indésirables qui sont plus importants, comme on a une plus forte réaction immunitaire. Mais du coup, on a une très très bonne immunogénicité. Donc, c'est des vaccins qu'on peut faire en sous-cutané. Il n'y a pas besoin de les faire en intramusculaire, il n'y a pas d'adjuvant. Ils ont une très bonne immunogénicité et ils vont donc stimuler à la fois la réponse humorale et cellulaire. La réponse, elle va être obtenue rapidement et de façon prolongée. Bien souvent, on n'a besoin que d'une dose. Et puis, ces vaccins-là, en fait, ils vont diffuser dans tout l'organisme et du coup, on va également avoir une réponse de type IgA au niveau des muqueuses. Donc ça, c'est le cas, par exemple, du rotavirus oral pour les nourrissons. Et puis, le vaccin de la grippe nasale, celui-là, il n'est pas encore commercialisé en France, mais en fait, il a une protection locale au niveau donc de la muqueuse nasale. Donc, c'est très intéressant. Donc là, il y a la liste des vaccins donc, qui sont vivants. Donc, le vaccin fièvre jaune, le ROR, le vaccin de la varicelle, l'ancien vaccin Zona, le rotavirus, comme je vous disais. Polio oral, il n'est pas commercialisé en France. Je vais vous parler des vaccins dengue et chikungunya. Donc ça, c'est des vaccins vivants également. Le BCG de la tuberculose est un vaccin vivant et la typhoïde orale est un vaccin vivant. Ils sont très souvent contre-indiqués chez la femme enceinte. Après, par exemple, la fièvre jaune, on peut le faire dans certains cas s'il y a trop fort de risque de fièvre jaune, mais dans tous les cas, il faut des avis spécialisés. Donc, contre-indiqué en cas d'immunodépression, évidemment. Et puis, donc, il peut y avoir une transmission d'une personne à une autre en cas de receveur, en cas de personne immunodéprimée dans l'entourage. Donc, par exemple, si on fait un vaccin rotavirus à un nourrisson qui a des parents immunodéprimés, eh ben, les parents peuvent avoir en fait une infection à rotavirus parce qu'il y a une excrétion du rotavirus dans les selles. Donc ça, en fait, c'est une vigilance à avoir quand on a des parents immunodéprimés. Il faut faire attention à ce qu'on injecte à l'enfant. Donc c'est le cas du rotavirus oral. C'est le cas également, par exemple, pour les personnes, les bébés qui sont nés de mères qui ont eu des immunosuppresseurs et qui sont encore allaités. On ne peut pas faire le vaccin ROR parce que finalement, ils ont eux aussi du traitement immunosuppresseur dans leur corps. Donc voilà, vigilance avec ces vaccins, tant pour la personne qui reçoit le vaccin, mais également l'entourage. Donc, comment on atténue l'effet pathogène pour la préparation des vaccins? Donc, soit on atténue par des moyens physiques, donc ça peut être la chaleur, soit on atténue par des passages successifs, soit sur des animaux, soit sur des cultures cellulaires, soit on atténue en retirant des gènes, on fait une délétion génique, on supprime les gènes de virulence, donc ça c'est pour le vaccin du chikungunya, soit on fait des réassortiments, réarrangements génétiques. Donc ça, je vais vous expliquer par exemple la dengue. Soit on utilise un vecteur viral réplicatif qui n'est pas pathogène. Donc par exemple le virus de la stomatite vésiculeuse et on le transfecte avec les gènes viraux du virus contre lequel on veut obtenir une immunité. Donc ça, c'est le vaccin Ebola qui est fait comme ça. Donc ça, c'est un exemple de construction d'un vaccin par réassortiment génétique. Donc c'est le vaccin Dengvaxia, celui-là, qui n'est plus commercialisé. C'était un vaccin contre la dengue. Donc il était fait à partir du génome du virus de la fièvre jaune, pour lesquels il y avait eu une délétion de 2 parties pour intégrer 2 protéines, enfin 2 gènes codant pour des protéines de chaque sérotype de la dengue. Donc après, il y avait 4 ADN-C recombinants qui étaient transfectés
qui étaient transcrits individuellement. Et puis donc il y avait 4 virus recombinants. Donc on était parti du génome de la fièvre jaune et on avait intégré dedans des gènes de protéines de la dengue. Voilà, donc ensuite il y a les vaccins inertes. Donc eux, ils ont une meilleure tolérance. Ce qui va finalement provoquer les effets indésirables locaux régionaux, c'est souvent les adjuvants. Parce qu'en fait, du coup, ils ont une réponse seulement de type anticorps qui est beaucoup plus faible que les vaccins vivants. Et donc des fois, on a besoin d'adjuvants en fait, pour stimuler la première réponse au niveau local. Donc ces vaccins inertes, ils ont souvent besoin d'une primo-vaccination avec plusieurs doses et puis après avec des rappels réguliers. Donc les différents types, donc il y a des vaccins qui sont entiers inactivés, je vous les ai listés ici. Des fractions antigéniques, donc d'anatoxine, par exemple tétanos, diphtérie, coqueluche. Ensuite, il y a les vaccins polyosidiques. Donc les vaccins polyosidiques, en fait, c'est des vaccins qui sont formés seulement avec les sucres des pathogènes. Donc eux, ils sont immunogènes seulement tardivement et il n'y a pas vraiment de réponse immunitaire. Donc c'était des vaccins qui étaient beaucoup moins efficaces. Donc ensuite, il y a eu une technique de conjugaison. Donc en fait, on conjugue les sucres, les polyosides, à une protéine porteuse. Et donc ça fait un effet qui est plus immunogène et plus tôt. Donc c'est pour ça que les vaccins conjugués, on peut les faire dès les premières semaines de vie. Donc ça, c'est un petit schéma pour vous expliquer la conjugaison du vaccin polyosidique. Donc c'est le sucre et la protéine qui fait un vaccin conjugué. Donc c'est le cas par exemple du Prevnar 13, Prevnar 20, Vaxneuvance, tout ça c'est des vaccins qui sont conjugués. Voilà, et donc ça augmente la réponse dépendante des cellules T. Ensuite, on peut faire des vaccins avec des protéines recombinantes. Donc en fait, on insère le gène codant pour la protéine qu'on veut dans un système d'expression cellulaire, donc dans une levure ou une bactérie. Donc par exemple, là, on a inséré le plasmide avec le gène codant pour ce qu'on veut dans une bactérie. Ça a produit la protéine et ensuite, du coup, par des techniques de laboratoire, on en fait des espèces de polymères comme ça, de seulement la protéine qu'on a fabriquée. Donc ça, c'est le cas par exemple pour le virus de l'hépatite B ou le virus du ou le vaccin du papillomavirus. Et donc on forme des VLP, donc c'est des pseudoparticules virales qui ont la même tête qu'un virus. Donc le système immunitaire, il le prend vraiment pour un virus. Et en fait, à la surface, c'est seulement la protéine qu'on veut viser. Donc ça permet d'avoir une réponse immunitaire très satisfaisante. De par la forme et puis de par le fait qu'il n'y a que cette protéine qu'on veut viser. Ensuite, il y a des vaccins ARN, ADN. Donc ça, on en a beaucoup entendu parler au moment du Covid. Donc ça permet un développement et une mise au point rapide, une facilité de production et donc le fait que ça ait bien marché pour le Covid, il y a eu par la suite énormément de vaccins qui sont en train de se développer avec ce type de technique. Et puis il y a des vaccins inertes à vecteurs viraux non réplicatifs, donc ça c'était le vaccin AstraZeneca du Covid. Donc en fait on avait pris un adénovirus non pathogène humain et puis on avait inséré la protéine l'ADN de la protéine Spike et puis donc ça avait fait un virus, un vecteur viral non réplicatif, peu pathogène, mais qui entraînait une réponse immunitaire anti-Spike. Voilà, donc pour ces vaccins inertes, comme je vous le disais, certains ont besoin d'adjuvants. Donc ça, c'est la liste des adjuvants qu'on peut trouver. Et donc l'adjuvant, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mimer en fait une réponse immunitaire innée au niveau local. Donc ça va faire produire localement des cytokines qui va permettre de recruter les cellules de l'inflammation. Et donc ça va permettre de recruter les cellules présentatrices d'antigènes en plus grand nombre et elles vont maturer plus vite et elles vont aller plus vite vers le ganglion. Et donc c'est ça
comme on imagine bien, qui peut entraîner aussi des effets indésirables locaux et qui sont plus importants quand on fait en sous-cutané. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. On continue. Donc après, je vous ai fait un petit point sur la Martinique, sur les couvertures vaccinales. Donc ça, c'est dans le bulletin de Santé publique France. Donc le dernier en date d'avril 2024. Donc c'est sur la couverture vaccinale aux Antilles en 2023. Donc ça, c'était pour l'hexavalent et le pneumocoque. Donc l'hexavalent, on regarde la couverture 3 doses à 21 mois. Donc en Martinique, c'était 87%. Alors il faut savoir que en fait, c'est inférieur à la réalité parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte la PMI, alors que je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont vaccinés par les PMI en Martinique. Donc 87, et pour le pneumocoque, 87% également. Ensuite, voilà, le ROR, comme tu disais tout à l'heure, la 2 doses à 33 mois, effectivement, là, c'est un petit peu plus bas, donc 73%. Et puis pareil, un petit peu sous-évalué parce que ça ne prend pas en compte la PMI. Donc par rapport au ROR, donc, je vous ai fait un petit rappel donc, par rapport au fait qu'effectivement il y a une circulation à nouveau de la rougeole en France, avec donc ce premier trimestre 180 cas de rougeole chez des enfants, des nourrissons de moins d'1 an, des jeunes adultes également. Il y en a quand même 45% qui ont dû être hospitalisés, 6 en réanimation et 35 qui ont présenté des complications. Du coup, le moyen de prévention, c'est de vérifier le statut vaccinal contre la rougeole et éventuellement de procéder au rattrapage vaccinal. Donc, effectivement, particularité que quand les personnes quand les enfants ont été vaccinés avant l'âge de 1 an, à ce moment-là, il faudra qu'ils aient 2 doses après leur première année. Donc en fait, ils auront 3 doses, ces enfants-là. Donc ça, il faut regarder en fait non seulement est-ce qu'ils ont bien eu 2 doses s'ils sont nés après 80, mais également est-ce que la première dose, elle n'a pas été faite dans la première année. Si elle a été faite dans la première année, parce qu'à un moment on l'avait fait quand il y avait eu les dernières épidémies, si elle a été faite dans la première année, à ce moment-là, il faut faire une 3e dose. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu à nouveau des cas de rougeole chez des enfants, enfin chez des ados qui avaient eu 2 doses, mais la première avant l'âge de 1 an. Et en fait, la réponse vaccinale, elle est moins bonne pour la rougeole avant 1 an. Donc c'est pour ça que quand on a débuté avant 1 an, il faut faire 3 doses. Alors la recommandation pour les voyageurs, c'est par contre, effectivement, les enfants qui vont voyager dans des zones à risque, on peut les vacciner dès l'âge de 6 mois. Mais par contre, il faudra bien garder en tête que ces personnes-là devront avoir 2 doses ensuite. Quand on n'a pas d'informations sur quelqu'un qui a perdu son carnet de vaccination, mais qui a un fort risque de rougeole, de par son travail, de par un voyage, s'il n'est pas immunodéprimé, on peut refaire les vaccins contre la rougeole. En fait, si jamais ils sont déjà immunisés, les anticorps ils vont juste attraper le vaccin et il ne va rien se passer. Il n'y aura pas d'effet indésirable du tout si on revaccine contre la rougeole quelqu'un qui a déjà eu ces 2 doses. Donc quand on ne sait pas et qu'il y a un risque important, il vaut mieux le faire plutôt que de risquer une contamination par rougeole. Voilà, alors ça c'est les couvertures HPV. Donc chez les filles, une dose à 15 ans en 2023, donc c'est 22%. 2 doses à 16 ans en 2023, c'est 14%. Et puis pour les garçons, une dose à 15 ans en 2023, 6%. Et 2 doses à 16 ans, 1,7%. Donc on voit que quand même ça monte pour HPV. Optimiste. Voilà, ensuite, ça c'est les couvertures grippe et Covid, donc moins de 65 ans, plus de 75 ans, et puis pour le Covid ici, donc effectivement c'est des couvertures vaccinales qui sont relativement faibles.
Alors ensuite, un mot sur l'adhésion à la vaccination, l'hésitation vaccinale. Donc ça, c'était en France métropolitaine, l'évolution de l'adhésion à la vaccination en général. Donc on voit que au cours des dernières années, elle était autour de 30% de personnes qui étaient très favorables à la vaccination, 45-50% de personnes qui sont plutôt favorables, et puis en tout peut-être 10-12% de personnes qui sont pas du tout favorables ou plutôt pas favorables, et ça c'est plutôt en baisse. Alors en Martinique, on a ces chiffres-là, donc c'était en 2021 sur l'adhésion à la vaccination en général, donc c'est pas très précis, donc l'adhésion à la vaccination en général, elle était à 59%. Et puis, donc, c'était quand même, ça avait vachement diminué par rapport à 2014 où c'était 75%. Alors, quand on parle en fait d'adhésion à la vaccination, c'est quand même restreint comme question, parce qu'au final, l'acceptation vaccinale, l'hésitation vaccinale, c'est un champ qui est très 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 large de continuum entre j'accepte tout, je refuse tout. Je sais pas trop, j'accepte mais je suis pas sûre. Et en fait, ça c'est très très difficile à quantifier. Donc c'est vrai que du coup pour ces études, faut prendre ces chiffres un peu en se disant que on a juste posé la question oui/non quoi. Et en fait, l'acceptation à la vaccination, l'hésitation vaccinale, c'est plutôt tout un champ de oui peut-être qui sont très difficiles à quantifier. Et puis, il y a également le fait que les réticences, elles ne sont pas sur tous les vaccins. Donc, par exemple, là, il y avait 2 études. Donc, en France hexagonale, les personnes qui sont défavorables à certaines vaccinations, c'est 36% en 2022. Et puis, donc, en Martinique, par contre, c'était 64%. Et donc, quand on demande à quelle vaccination êtes-vous défavorable, donc en France métropolitaine, France hexagonale, c'était Covid-19 25, hépatite B 4, grippe 3, HPV2. Et puis dans les DROM, c'était surtout contre la Covid, donc c'était 52% en Martinique contre la Covid. Voilà, donc des chiffres un peu à prendre avec pincette parce qu'effectivement, on peut être pas pour les vaccins, mais on peut être pas pour certaines vaccinations. Et puis finalement, on peut finalement, avec de l'information, peut-être accepter. Enfin voilà, donc à prendre avec des pincettes. Donc ça, c'était la deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc vous n'avez pas de questions particulières, il n'y a pas de main levée? Alors, moi j'en ai une. Oui. Du coup, pour le vaccin, le ROR, du coup, il vaut mieux qu'on le fasse à 13 mois. La deuxième dose, on l'a fait à combien? Et si on l'a fait avant, quels sont les intervalles s'il y a 3 doses? Alors, la première dose, c'est 12 mois dans le calendrier. Ouais, donc on peut. Donc 12 mois, ça va. Ce qu'on disait avant ou après 1 an. Donc est-ce qu'on la décale? Non, à partir de 12 mois. D'accord. Ouais, à partir la de première, 12 mois. Et après, la deuxième, elle est à 18 mois voilà. Dans le calendrier. Et si du coup, on l'a fait, mettons, à 10-11 mois, comment on respecte quel intervalle de dose après? Eh bien, du coup, je pense qu'après, il faut faire tous les 6 mois. D'accord. Parce que le schéma, il est de 6 mois pour les enfants, pour les nouveau-nés. D'accord. À l'âge adulte, cet intervalle, il est réduit. Mais pour les nourrissons, c'est 6 mois l'intervalle entre les 2 doses. D'accord. Merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Allons-y. Donc là, je vous ai mis un petit peu les nouveautés. Donc, d'abord, au niveau des vaccins pneumocoques. Donc, il y a 2 vaccins qui sont sortis récemment. Donc, il y a le vaccin pneumocoque qui est seulement pour les enfants en ce moment dans le calendrier vaccinal. Et il y en a un qui est seulement pour les adultes. Donc, le vaccin pour les enfants, c'est le vaccin Vacnevans. Donc, c'est un vaccin qui est polyosidique conjugué. Donc, comme je vous disais, c'est immunogène. On peut le faire très tôt. D'ailleurs, on le commence à l'âge de 2 mois. Et en fait, c'est celui qui va remplacer le Prevnar 13.
Donc il a 2 valences de plus que le Prévenir 13, donc il couvre en fait 2 pneumocoques de plus que le Prévenir 13, donc il est plus large. Donc il est censé couvrir mieux. Donc le schéma c'est exactement le même, 2 mois, 4 mois, 11 mois. Si on a commencé avec Prévenir 13, on continue avec Vaxneuvance. On ne se pose pas la question de finir avec Prévenir 13, on finit avec le nouveau. Donc il a eu son AMM en 2022. En juillet 2023, la HAS estime que les bénéfices sont supplémentaires parce qu'il y a quand même de nombreuses infections qui sont causées par les 2 sérotypes en plus, et du coup, il justifie l'utilisation à la place du Prévenir 13. Et donc ce vaccin, il est remboursé en pharmacie depuis avril 2024. Voilà. Ensuite, chez l'adulte, c'est un autre vaccin, toujours polyosidique conjugué, mais lui, il est 20 valences. Donc ce vaccin, en fait, il va globalement remplacer le schéma qu'on avait chez les adultes à risque de pneumocoque. Et on faisait un Prévenir 13, puis 2 mois plus tard, un Pneumo 23 ou un Pneumovax. Là maintenant, on ne fait plus qu'une dose de Prévenir 20, excusez-moi. Donc en gros, les recommandations, c'est pour tous les patients qui sont immunodéprimés, tous les patients qui ont une atteinte d'organes, atteinte rénale, respiratoire, cardiaque, l'asthme évidemment, le diabète également. Toute personne diabétique sous traitement, il y a une recommandation de vaccination par Prévenir. Et puis évidemment les personnes qui ont des brèches, les personnes drépanocytaires, splénectomisées, etc. Et puis, donc nouvellement, les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore de remboursement pour ces personnes-là, mais ça devrait arriver bientôt. Donc voilà, le remboursement, il est pour les personnes qui ont plus de 18 ans, donc selon les recommandations, donc comme je vous disais, donc chez les personnes qui sont immunodéprimées ou atteintes d'organes. En janvier, la HAS a recommandé de vacciner tous les adultes de plus de 65 ans, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de modalité de remboursement. Donc pour l'instant, on peut le faire, mais les personnes vont payer le vaccin, donc c'est pas très intéressant. Mais je pense que ça devrait arriver bientôt. Donc par rapport au schéma, ceux qui n'ont jamais eu de vaccin pneumocoque ont fait une dose de Prévenir 20. Ceux qui ont eu antérieurement soit Prévenir 13 ou Pneumovax ou Pneumo 23, à ce moment-là, il faut attendre 1 an et faire un Prévenir 20. Si la personne a eu la séquence complète Prévenir 13, Pneumovax ou Pneumo 23, à ce moment-là, il faut attendre 5 ans avant de faire un Prévenir 20. Et une fois qu'on a fait un Prévenir 20, il faut savoir quand est-ce qu'on doit en refaire. Pour l'instant, on n'a pas de données. Donc les revaccinations, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura besoin ou pas. Voilà. Okay. Alors après, le nouveau vaccin du Zona, donc, qui s'appelle Shingrix. Donc ce vaccin, c'est un vaccin protéique recombiné, adjuvant, donc c'est pas un vaccin vivant. Le Zostavax avant était un vaccin vivant atténué, donc on ne pouvait pas le faire chez les immunodéprimés. Celui-ci, on peut le faire. Et d'ailleurs, il est recommandé. Donc maintenant, les recommandations pour le vaccin Zona, c'est toutes les personnes de plus de 65 ans et toutes les personnes de plus de 18 ans immunodéprimées, soit par un déficit immunitaire primitif, soit par un traitement. Le schéma, il est de 2 doses, espacées de 2 mois. Si on doit, par exemple, instaurer un traitement immunosuppresseur très rapidement, ce schéma de 2 doses, il peut être réduit à 1 mois. Si on a déjà fait un Zona ou qu'on a déjà fait un Zostavax, au final, on peut prendre Shingrix. Il faut juste attendre 1 an. Parce qu'après un Zona, on peut refaire un Zona, évidemment. Et puis, comme l'efficacité vaccinale, l'immunogénicité de Shingrix est bien plus importante que Zostavax, on considère que même si quelqu'un a eu Zostavax, c'est bien de le vacciner quand même après avec le Shingrix. Il faut juste attendre 1 an. Donc il est remboursé depuis décembre 2024 et disponible donc en pharmacie de ville.
Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, il est autorisé donc finalement à partir de chez 50 ans et plus. Il y a des pays qui vaccinent à partir de 50 ans, mais nous, les recommandations là, c'était 65 ans et plus. Et donc l'autre n'est plus du tout commercialisé, Zostavax. Si vous le prescrivez, ça ne sera pas délivré. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt parce que celui-ci est beaucoup plus immunogène, même si ce n'est pas un vaccin vivant. Et puis, on peut le faire du coup chez les personnes immunodéprimées. Alors, ensuite, les vaccins VRS. Donc, il y a 3 vaccins qui ont l'AMM européenne, mais il y en a seulement 2 qui sont disponibles en France. Donc, nous, on a les 2 vaccins protéiques, Arexvy et Abrysvo. Donc, il y en a un qui est monovalent adjuvanté, c'est Arexvy, et l'autre non adjuvanté et bivalent, donc sur VRS A et B, et il s'appelle Abrysvo. Donc en gros, pour l'instant, Arexvy a l'AMM pour les personnes de 50 ans et plus à haut risque. Bon, les recommandations HS, c'était de vacciner les personnes de plus de 75 ans ou les plus de 65 ans à risque. Et donc ces vaccins, ils étaient censés être disponibles en fait dès cette saison d'infection VRS, donc depuis octobre-novembre. Mais finalement, cette saison, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont pu en bénéficier parce que du coup, c'était pas vraiment disponible ni dans les pharmacies, ni dans les collectivités. Ça n'a pas toujours été remboursé, il n'y a pas eu vraiment d'entente. Donc bon, pour l'instant, c'est revu pour l'année prochaine, quoi, en gros. Pour la prochaine saison. Et donc, en fait, c'est un vaccin qui peut se faire en même temps que la grippe ou le Covid, donc pour l'épidémie qui sévit à partir du mois de novembre. Donc on verra comment ça sort dans le calendrier vaccinal. Et puis il y a une deuxième indication qui est l'immunisation maternelle. Donc ça c'est par le vaccin Abrysvo contre les infections respiratoires basses sévères du nourrisson. En fait, ça permet de protéger le nourrisson. Donc, on vaccine la mère pour qu'elle fasse des anticorps, qu'elle transmette à son fœtus et son nouveau-né pour que le bébé puisse naître avec les anticorps. Donc, il y a 2 façons de protéger le bébé du VRS. Donc, soit il y a l'immunisation passive par les anticorps, le Nirsevimab, soit on immunise la mère pour qu'elle donne ses anticorps. Et donc à ce moment-là, la recommandation de l'HAS, c'est de donner une dose entre 32 et 36 semaines en amont de la période épidémique et jusqu'à la fin de cette période. Donc en gros, là, il y a eu une campagne de vaccination qui avait débuté en septembre 2024 pour protéger les nouveau-nés de cette période de ce pic épidémique qui va jusqu'en février. Et donc le vaccin, il a été délivré gratuitement aux mamans. Et donc les 2 stratégies, le vaccin ou les anticorps, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients, mais elles sont plutôt similaires en termes d'efficacité. Donc après, c'est un peu, les 2 peuvent être proposés aux parents et voilà. Sachant que je pense que le Nirsevimab, il n'est pas encore vraiment remboursé. Je ne sais pas si... je crois que c'est pas encore complètement remboursé, je pense que c'est encore un peu cher. Tandis que le vaccin, il était remboursé. Voilà, alors il y a eu dans une étude des interactions entre le Abrysvo et le vaccin Repevax qu'on est censé aussi faire chez la maman pour protéger l'enfant de la coqueluche. Donc il y a une nécessité d'attendre 2 semaines entre le Repevax et l'Abrysvo. Voilà. Donc ensuite, les nouveautés concernant le vaccin méningo. Donc depuis le 1er janvier 2025, donc, il y a la recommandation de vacciner contre le méningo du sérogroupe ACWY à la place du méningo C. Donc c'est une vaccination qui est obligatoire chez les nourrissons. Une dose à 6 mois, une dose à 12 mois. À 6 mois, on peut faire Nimenrix et puis à 12 mois, Nimenrix ou Menkadfi. Et donc, si on a commencé avec un vaccin monovalent C,
on continue avec le ACWY, comme pour le vaccin pneumocoque. Donc, quand on commence avec le C, on continue avec le nouveau. Deuxième recommandation, de vacciner les ados entre 11 et 14 ans par une seule dose de vaccin cette fois, et de faire un rattrapage jusqu'aux personnes qui ont 24 ans révolus, toujours avec une seule dose. Pareil, recommandation en janvier 2025, finalement le vaccin méningo B devient obligatoire pour tous les nourrissons M3, M5, M12, avec un rattrapage qui peut se faire jusqu'à 2 ans initialement. Dès mars 2025, du fait qu'il y a eu une augmentation de l'incidence des infections invasives à méningocoque sur les premiers trimestres de 2025, donc il y a eu des extensions de vaccination. Donc la vaccination méningo B, elle est recommandée jusqu'à 5 ans. La vaccination méningo B des adolescents, elle est remboursée maintenant, sans recommandation de vaccination, mais elle est remboursée. Donc si un adolescent ou des parents veulent vacciner leurs adolescents, c'est possible. Jusqu'à 24 ans, c'est remboursé. Et puis pour le méningo ACWY, la recommandation de vaccination, elle est élargie jusqu'à 3 ans. Et puis avec 2 doses. Et voilà, après elle s'arrête. En fait, tout ça, c'est justifié parce que les pics d'infection invasive à méningocoque, donc c'est les premières années de vie, donc vers l'âge de 2 ans, et puis ensuite, jeune adulte, autour de 18-20 ans. Donc c'est pour ça qu'on vaccine à ce moment-là pour protéger ces deux populations-là, donc les très jeunes enfants et puis les jeunes adultes, et qu'entre les deux, il n'y a pas de recommandation particulière de vaccination, mis à part autour des cas. Et puis au-delà de 25 ans, pareil, pas de recommandation particulière de vaccination, mis à part autour des cas ou en cas d'immunodépression, splénectomie, drépanocytose, tout ça. Voilà, peut-être qu'on peut faire un petit point question. Alors, des petites questions ou c'est toujours bien clair? C'est vrai que l'exposé est clair. Ça répond enfin. Ah, je te laisse la parole, Aurore. Mets ton micro. Ton micro. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Merci. Oui, bonjour, Aurore Marietta, je suis médecin généraliste. Alors moi, j'ai des questions plutôt pratiques. Notamment, du coup, à 2 mois, on doit vacciner donc l'hexavalent plus le Prévenard, donc 13 ou 15, et le rotavirus. Est-ce qu'on fait les 3 ensemble? Oui. On peut aller jusqu'à 4 vaccinations en même temps. D'accord, ok. On peut aller jusqu'à 4 vaccins en même temps. Peu importe s'ils sont vivants, inertes. Pour les vaccins vivants, on les fait soit le même jour, soit à 1 mois d'intervalle. Okay. Par exemple, bon, c'est pas les âges, mais par exemple, le rotavirus, on ne peut pas le faire à moins d'1 mois d'un ROR. Mais bon, normalement, le calendrier, il est fait pour pas que ça tombe comme ça. D'accord. Et vous l'avez dit, mais juste une confirmation. Si à 2 mois, j'ai fait le Prévenard 13, je peux quand même à 4 mois faire un Prévenard 15? Oui. Oui, il faut même. Il faut, ok, ça marche. Et du coup, à 12 mois, on peut faire, à 1 an, du coup, on peut faire le Bexsero, la méningite ACWY et le Priorix. On peut faire les 3 le même jour. Oui. Ok. Oui, dans les bras. Et une question légale, quand on dit que les vaccins sont obligatoires, ils sont obligatoires pour la mise en collectivité ou il y a d'autres implications légales vis-à-vis des parents? Est-ce qu'on doit faire des signalements quand il y a des refus de vaccination? Bah oui, ça peut être. Il peut y avoir des signalements, oui. Oui. Okay, très bien. Ben, merci. Où est-ce qu'on signale? Et ben après, c'est information préoccupante. Donc après, ça va au procureur. Il n'y aura pas forcément de suite. Mais oui, on peut signaler. Donc il y a un site où il y a quelque chose.
Bon, je me renseigne. Ouais, c'est parce le que système quelqu'un- des informations préoccupantes. Vous connaissez ce système où on déclarerait sur le système information préoccupante? Ça vous dit? Comme quand il y a des suspicions de maltraitance, ce genre de choses. À la CRIP ou quelque chose comme ça s'appelle, il me semble. Je vous redirai, enfin j'ai déjà une collègue qui l'a fait, je vous redirai si ça vous intéresse. Je vais lui redemander alors. C'est la grippe, la grippe, la grippe. Ok, merci. D'autres questions? Tout le monde est ok avec les vaccinations? Après c'est sûr que c'est des obligations, mais si si le parent est vraiment contre, là c'est compliqué quoi. Globalement, on peut pas vacciner quelqu'un un enfant pour lequel les parents sont complètement contre. Et même pour les ados, on est obligé d'avoir l'autorisation parentale pour vacciner. Si on veut vacciner un ado qui veut se faire vacciner, par exemple, du papillomavirus, s'il nous dit que ses parents ne sont pas d'accord, on ne peut pas le faire. Alors, docteur Binet qui demande, du coup, si 4 vaccins possibles en même temps, on en fait plusieurs sur les cuisses? On peut en faire En fait, oui, on peut faire 2 vaccins au même endroit. Il faut qu'ils soient espacés de 2 cm. Voilà, et après, sur les bras à partir de 1 an, en plus des cuisses. Une autre question. Si pique méningite chez ado, pourquoi Bexsero non recommandé? Parce qu'en fait, le Bexsero, il n'agit pas sur le portage des méningocoques B. Donc le méningo ACYW, le vaccin, il agit très bien aussi sur le portage. Donc ça veut dire que ça va vraiment faire baisser donc à la fois le portage et les contaminations. Et en fait, on a vu que dans des pays où ils ont vacciné largement des adolescents contre le B, finalement, il y avait moins d'infections invasives à méningocoque, mais il y en avait quand même. Et en fait, c'est dû au fait qu'il y a toujours un portage avec le vaccin Bexsero. C'est pareil que, par exemple, quand il y a une vaccination autour d'un cas de méningite, s'il s'agit d'un vaccin B, finalement, d'un méningocoque B, finalement, on ne va pas vacciner autour du cas. Parce que c'est pareil, ça n'agit pas sur le portage. Alors, on a une confirmation, c'est bien la CRIP. Oui, je lis. La cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes. Voilà, ça évalue la situation et ça ça déclenche ensuite les mesures de protection éventuelles et le signalement au procureur si nécessaire. Voilà. Une autre question. Peut-on faire 2 vaccins atténués le même jour? En interrogation. Est-ce qu'il faut l'autorisation parentale des 2 parents? Pour les vaccins vivants, oui, on peut faire le même jour ou à 28 jours, mais on peut faire le même jour. Pour l'autorisation des 2 parents, non, il n'y a pas besoin. Après, si explicitement la maman et l'enfant vous disent que le père n'est pas d'accord, par exemple, et que vous vaccinez quand même, ça peut être litigieux. Donc, il n'y a pas besoin de l'autorisation, mais par contre, si vous savez que l'autre parent est complètement contre, c'est compliqué de vacciner l'enfant. Autre question par rapport à vos réponses. Donc, si on a déjà fait les 2 Nesvac, il faut faire une autre dose de ACWY. Ça nous jusqu'à parle. 3 ans? Non, ça non. Ça reste 2 doses en fait. Attends, non, en fait, ils disent y compris sur ceux qui ont reçu 2 doses. Donc ça veut dire refaire un AC de... Ok, bah alors oui, pardon. Une dose de ACYW. Et autrement, il me semble que le Beyfortus, il est pris en charge à 100% pour les femmes enceintes, je crois, et à 30% pour les enfants, et puis à la part mutuelle. D'accord, ok. Voilà. Depuis peu. Hein. Ok.
Donc voilà, c'est l'un ou l'autre à convenance un peu des mamans, quoi. Pas d'autres questions. Ok, ça marche. Donc après, j'ai fait un chapitre sur des particularités un petit peu ici. Donc, je voulais vous parler de la rage. Donc, la rage, effectivement, il n'y en a pas en Martinique. Du moins, il n'y a pas eu de cas de rage humaine depuis, je sais pas, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Seulement, il y en a quand même dans les pays de la Caraïbe. Et puis, donc, la rage chez les chauves-souris, pour l'instant, elle n'a pas vraiment été explorée en Martinique depuis un moment. Et puis, la rage chez les mangoustes non plus. Donc, je vous parle de ça parce qu'en fait, donc ça, c'est effectivement donc, les différents pays de la Caraïbe avec le nombre de rages chez les animaux par an. Et puis donc avec les réservoirs, donc vous voyez qu'il y a les réservoirs chauves-souris, les réservoirs mangoustes, les réservoirs de chiens. Ça, c'est les cas humains qui ont été diagnostiqués donc dans les différents pays. Et donc le plus, c'est par exemple à Haïti, où il y a 6-10 cas qui sont recensés par an, sachant que c'est bien sous-notifié. Donc ça, pareil, c'est les animaux qui étaient en cause, donc des mangoustes, des chiens, des chauves-souris. Et puis donc dans ces pays-là, il y a les vaccins, mais il n'y a pas toujours les immunoglobulines. Voilà, ça c'est sur la vaccination des chiens. Donc ça c'est... Ah, je suis désolée, mais je suis d'astreinte, donc je dois répondre. Désolée. On fait une petite pause de 2 minutes. Merci. Excusez-moi, désolée. Donc là, je vous ai remis donc les différents réservoirs. Donc, vous voyez que la mangouste, par exemple, la grenade, c'est le réservoir de la rage. Ensuite, dans ce même article, il disait que le risque majeur d'introduction de la rage dans les pays où il n'y avait pas de rage, pour ces pays-là, c'était l'importation illégale de chiens de régions où il y a de la rage. Ça, c'est une carte sur le risque de rage chez les chauves-souris. Donc, vous voyez que nous, on est quand même en orange. Donc, c'est un risque quand même qui est modéré. Donc, les particularités locales de la Martinique. Donc, il y a en fait la surveillance de la rage. Pour l'instant, elle est vraiment identique dans tout territoire de France. Donc, en fait, c'est pour les animaux suspects ou les animaux morts qui sont envoyés à l'Institut Pasteur pour qu'on voit s'ils ont eu la rage ou pas. Et tous les humains suspects, donc ils sont prélevés et pareil, les prélèvements sont envoyés pour voir si c'était la rage ou pas. Donc en gros, si on voit un animal mort et que finalement il n'est jamais envoyé,
on ne saura jamais s'il a la rage ou pas. Et donc, il n'y a pas de surveillance active chez les animaux. Par exemple, il n'y a pas de surveillance pour voir les chauves-souris, les mangoustes, si elles peuvent être contaminées ou pas. Donc, on a pris des avis auprès de la DAF. Et en fait, le risque d'introduction d'un carnivore non vacciné contre la rage et du coup qui incuberait la rage en provenance d'une zone infectée, finalement, il n'est pas nul parce que donc il est contrôlé quand les gens arrivent par l'aéroport. Finalement, par les ferries, ils ne savaient pas trop nous dire. Et puis leur préoccupation particulière, c'était surtout les navigateurs particuliers qui peuvent importer, ça c'est déjà vu, qui peuvent importer des chiens, des singes d'îles alentours. Voilà. Il n'y a pas de données précises du tout sur le taux de vaccination antirabique des carnivores. Et puis, donc, il y a beaucoup de chiens errants, il y a beaucoup de chats errants. C'est une zone où il n'y a pas de vaccination obligatoire. Donc, pour eux, il est probable qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui soient vaccinés. Et donc, le risque d'installation de la rage, il n'est pas négligeable. Donc, en fait, on a adapté un peu les procédures françaises en les adaptant du coup au territoire. Donc là, c'est la procédure qu'on a au CHU, mais du coup, je voulais vous la montrer parce que ça vous concerne aussi énormément, donc qui voyez des morsures. Donc en gros, quand le chien il est connu, quand c'est un animal connu ou inconnu, et qu'on peut le surveiller, à ce moment-là, il n'y a pas d'indication à une vaccination, on surveille l'animal. Je vous montrerai après comment on surveille l'animal. Et il y aura une vaccination, il y aura un traitement post-exposition seulement si l'animal présente des symptômes. Si c'est une chauve-souris ou une mangouste, à ce moment-là, il faut une consultation au centre antirabique pour vaccination, voire immunoglobuline. Quand c'est un contact avec un animal à l'étranger ou en Guyane, pareil. Si l'animal est suspect, à ce moment-là, consultation antirabique. Si on est en Martinique, mais que l'animal est inconnu ou non surveillable, si c'est un chien errant typiquement, à ce moment-là, orientation vers le centre antirabique, il y aura également probablement une vaccination. Donc la surveillance de l'animal mordeur, en fait, elle se fait par un vétérinaire. Donc ça, c'est à la charge du propriétaire du chien. Mais du coup, il faut que le propriétaire du chien amène son chien ou son animal chez le vétérinaire, 3 visites sur 14 jours, et que du coup, le vétérinaire, il atteste le fait que le chien soit en bonne santé. Et à ce moment-là, du coup, comme la rage, il y a une incubation de 10 jours, si une fois passé les 14 jours, l'animal n'a toujours pas présenté de symptômes de rage, c'est sûr qu'il n'a pas la rage. Et donc, c'est sûr que la personne qui l'a mordu n'aura pas la rage. Voilà. Donc ça, après, on a diffusé aussi à l'ARS, donc je pense que ça va peut-être être diffusé par différents canaux. Alors ensuite, la vaccination de la dengue. Donc, je vous avais dit qu'il y avait un vaccin Dengvaxia dont vous avez sûrement entendu parler, qui n'est plus commercialisé parce que ce vaccin-là, en fait, il avait le problème d'avoir entraîné des réactions immunitaires chez des enfants notamment lors d'une infection contre la dengue post-vaccination. Donc en fait, les enfants faisaient non seulement une dengue, mais en plus une dengue plus sévère à cause d'anticorps facilitants qui étaient créés par ce vaccin Dengvaxia. Donc il est plus commercialisé. Donc là, on a un nouveau vaccin qui s'appelle Qdenga. C'est toujours un vaccin vivant atténué. Donc cette fois, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon schéma du génome fièvre jaune avec les protéines des 4 sérotypes de dengue. Bon là c'est à peu près pareil, sauf que c'est le génome de dengue 2 avec les 4 sérotypes, les gènes des 4 sérotypes de dengue. Donc il est très actif sur le dengue 2 comme on peut imaginer. Il marche très bien sur le 1. Et par contre, sur le 3 et le 4, il marche un peu moins bien.
Non seulement parce qu'il y avait peu de personnes qui avaient la dengue 3 et 4 dans les études où il y a eu les études d'efficacité vaccinale, mais également on a l'impression que ça marche moins bien quand même sur le 3 et 4. Et donc ça, quand il y aura les vaccins, il faudra en parler. Donc il y a eu l'AMM en décembre 2022 dans la prévention de la dengue chez les 4 ans et plus, et ça a été évalué par la HAS en décembre 2024. Donc la HAS a dit que c'était recommandé pour les territoires français d'Amérique, de Mayotte et La Réunion, pour les enfants de 6 à 16 ans qui ont déjà eu une dengue, et les adultes de 17 à 60 ans avec comorbidité, qu'ils aient ou non un antécédent d'infection. Ce vaccin, il est disponible en pharmacie d'officine depuis janvier, seulement il n'est pas remboursé parce que du coup, pour l'instant, ils ne sont pas mis d'accord sur le prix. D'autant plus que pour l'instant, on ne l'utilise pas parce qu'il y a encore le stade de qu'est-ce qui va se passer. Du coup, ok, il est recommandé sur nos territoires, mais comment ça se passe en Martinique? Donc c'est encore au stade de discussion, je pense, avec les ARS, notamment sur le prix et puis sur la mise en place effectivement de cette recommandation. Donc ça, c'était un petit tableau schématique de synthèse sur le fait de est-ce qu'on fait le vaccin ou pas. Donc en gros, les 6-16 ans avec antécédent de dengue, oui. 17-60 ans avec comorbidité avec antécédent de dengue, oui. Les 6-16 ans sans antécédent de dengue, non. Et puis les 17-60 ans avec comorbidité sans antécédent de dengue, on peut le faire. Je ne sais pas si je zoome un peu pour que vous voyez mieux peut-être. Voilà. Alors ensuite, savoir s'il y a un antécédent ou pas de dengue, donc c'est une preuve dans le carnet de santé. Le fait qu'il y ait écrit dengue à un moment où c'était l'épidémie de dengue, à ce moment-là, on considère que c'est OK. Et puis sinon, si quelqu'un a eu une PCR ou alors un test sérologique de dépistage. Mais seulement, c'est des techniques particulières parce que vous savez qu'il y a des sérologies de dengue qui ne sont pas très fiables. Donc, c'est des techniques particulières. Donc, ça aussi, il faut mettre en place ça au niveau des laboratoires avant de mettre en place cette recommandation. Voilà. Oui. Oui. Docteur Marita, vous avez levé la main. Oui, j'avais une question pour la rage, mais juste pour maintenant qu'on est sur le vaccin pour la dengue, vous personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit promouvoir là à fond la vaccination de la dengue ou est-ce qu'on attend encore d'avoir des études prospectives du CHU, Martinique, Guadeloupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que une fois qu'on est sûr d'avoir le vaccin, qu'il soit bien remboursé, qu'on est sûr d'avoir la sérologie, je pense qu'effectivement, il faudra y aller. Il y a plus besoin d'études supplémentaires, ni locales, ni internationales, mais c'est juste qu'effectivement, ce vaccin, il marche, comme je vous disais, très bien sur le 1 et le 2. Sur le 3 et 4, on est un peu moins sûr. Et puis voilà. Mais non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'études supplémentaires. Mais voilà, juste une organisation, être sûr qu'il y ait un remboursement, être sûr qu'il y ait des tests quand on veut faire une sérologie, qu'on soit sûr qu'elle soit vraiment fiable, tout ça qui doit se mettre en place, quoi. D'accord. Et du coup, j'avais 2 questions par rapport à la rage. Oui. Est-ce que la Guadeloupe, c'est comme en Martinique, il n'y a pas de cas de rage chez les chiens en Guadeloupe? Oui, c'est comme en Martinique. Ok. Ouais. Et le centre antirabique de Martinique, c'est lequel? C'est au CHU, c'est le service de maladies infectieuses. Voilà, c'est vous aussi. Ok. Merci beaucoup. De rien. Donc ce schéma Qdenga, c'est 2 doses espacées de 3 mois. Voilà, contre-indiqué chez les sujets immunodéprimés, femmes enceintes. Voilà. Et puis donc il y a un autre vaccin qui est encore en cours de développement. Il s'appelle
du laboratoire Boutantan, et donc il est tétravalent sur les 4 sérotypes atténués. Donc lui, il a l'air d'un peu mieux marcher sur les sérotypes 3 et 4. Après, sur les sérotypes 3 et 4, il y a des études qui sont en cours encore au domicile. Donc peut-être que l'efficacité, elle va finalement, on va la voir peut-être un peu meilleure. Voilà. Donc pour l'instant, de toute façon, je pense qu'on peut commencer à en parler, qu'il y a des vaccins qui vont bientôt arriver. Mais de là à le prescrire et que les gens le payent, je pense pas forcément, à moins qu'il y ait des gens qui soient vraiment très motivés. Mais voilà, à mon avis, on peut commencer à en parler parce que je pense que ça devrait arriver bientôt. Mais voilà. 110 euros. Oui, c'est ça, 110. Et puis du coup, c'est 2 doses. Donc c'est sûr que ça fait un budget. Ouais. Après, il y aura peut-être des personnes très motivées qui le voudront. Dans ce cas-là, vous pouvez finalement le faire, hein, parce que s'ils répondent à ces critères-là, vous pouvez le faire. Hein. Ouais. Voilà. Alors ensuite, dernière chose, le vaccin du chikungunya. Donc ça, c'est un vaccin vivant aussi, il s'appelle Ixchiq. Lui, il a été atténué par une délétion d'acide aminé. Oui. Non. D'acide nucléique, je ne sais pas pourquoi c'est écrit. Une délétion d'acide nucléique, donc on a une partie du génome qui a été retirée. Donc il a été autorisé dans l'Union européenne en 2024. Aux États-Unis, il l'utilise. Il y a des recommandations CDC, donc de le faire donc chez les voyageurs et le personnel de laboratoire. Mais donc chez les voyageurs, il le recommande en cas de séjour dans un pays en phase d'épidémie. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Ou alors en cas de séjour ou dans un pays ou un territoire sans épidémie, mais avec une transmission du virus au cours des 5 dernières années. Donc soit pour les personnes qui sont plutôt à risque, soit les personnes qui ont une période cumulée de 6 mois ou plus. Et donc ça, c'est toutes les zones indiquées par le CDC. Donc c'est un vaccin qui, pareil, est disponible en pharmacie d'officine. Il est en attente de l'avis de la HAS par rapport aux voyageurs, par rapport aux pays, aux personnes qui vivent en zone d'endémie. Mais par contre, ils ont quand même fait une recommandation pour la Réunion, donc de vacciner les personnes les plus à risque, donc les personnes à risque de forme grave, qui n'ont jamais eu de diagnostic clinique ou biologique de chikungunya, sans toutefois recommander le dépistage prévaccinal par sérologie. Et puis, ils ont vacciné aussi les professionnels de la lutte antivectorielle. Donc là, ils ont commencé la vaccination la semaine dernière à La Réunion. Voilà, ils ne l'ont pas recommandé encore chez la femme enceinte. Et puis donc, lui, il coûte 185 €. Donc pareil, s'il y a un voyageur qui souhaite absolument l'avoir, il faudra qu'il le paye de sa poche, quoi. Il n'y a pas de recommandation pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura dans l'année, on verra. Et puis donc il y a un autre vaccin qui va arriver contre le chikungunya, lui s'appelle Vimkunya. Et donc lui, c'est pas un vaccin vivant, c'est une pseudo-particule virale comme le vaccin HPV ou hépatite B, donc avec un pseudovirus fait uniquement de la protéine conjuguée. Et donc il vient d'être accepté à l'EMA en avril 2025. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Dr Kénard a répondu à vos attentes? Est-ce que... Bon, ben, on dirait que oui, en fait. Oui, j'ai une dernière question. Oui. J'ai eu des demandes pour des lycéens qui partaient en voyage scolaire pour le BCG. C'est toujours uniquement au dispensaire de Fort-de-France? C'est ça. Et de mémoire, c'est que jusqu'à 15 ans. Ils avaient plus de 15 ans? Oui, ils avaient plus de 15 ans, mais vous savez, ils avaient des recommandations pour le voyage scolaire. D'accord. Alors moi, je n'ai pas décidé, mais je les aurais orientés là-bas. Mais, Oui, ils feront là-bas, ouais. Okay. Et par contre, on est bien d'accord que Guyane et Mayotte, c'est toujours recommandé pour les enfants qui famille.
Ouais, mais même une famille qui va vivre en Guyane, il faut orienter les enfants à Calmette pour qu'ils soient vaccinés pour le BCG. Donc, avant 15 ans, c'est ça? Ouais. Du coup, ok. Mais ceux qui partent en vacances, il n'y a pas besoin. Non. C'est les voyages prolongés, les expatriations. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être répondre au post-test avant de... Est-ce que vous avez un tableau pour les vaccinations en milieu professionnel, selon la profession? Alors, à la fin du calendrier vaccinal, il y a ça pour les professionnels de santé. Et autres professionnels, hein, ouais. Alors, attendez, je ne sais pas si je vais le trouver là. Je crois que c'est la page 68. Merci. C'est bon ou ça répond à la question? Voilà, c'est possible, voilà, à l'occasion d'aller voir sur... Oui. Ok. Super. Ok, alors donc par rapport au post-test, donc à quel âge doit être réalisée la première dose du vaccin contre la rougeole, enfin ROR. Donc effectivement, en situation classique, il faut la faire à 12 mois, comme ça on évite d'avoir 3 doses. Après, si l'enfant va dans une zone d'épidémie ou qu'il y a une épidémie en cours autour de chez lui, à ce moment-là, on peut le faire à partir de 6 mois. C'est juste que toute personne qui a un ROR avant l'âge de 12 mois devra avoir 3 doses. Ensuite, le vaccin méningo-C contre la méningite C doit être maintenu toujours. Doit maintenant toujours être remplacé par celui contre la méningite ACWY. Donc ça, c'est vrai, on a répondu. Le vaccin Zona est obligatoire après 65 ans. Donc non, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Donc pour les plus de 65 ans et les personnes qui sont immunodéprimées. Il y avait un diapo, c'est ça? Oh, j'ai mis les questions sous forme de diapo. Ensuite, les règles de base du rattrapage. Donc effectuer le rattrapage le plus rapidement possible. Donc oui, ça oui, dès qu'on peut, à l'occasion de chaque consultation, chaque fois qu'on y pense, chaque fois que c'est possible. Tous les vaccins ne peuvent pas être administrés le même jour. Alors, on a un peu répondu. Donc, effectivement, on peut aller jusqu'à 4 injections en même temps. Après, c'est bien sûr pour les adultes, parce que pour les enfants, il y en a quand même beaucoup. Mais pour les adultes, c'est un peu aussi en fonction de la tolérance, quoi, parce qu'il y a des personnes qui ne voudront pas au-delà de 2 injections par jour. Donc, en ce moment-là, on les reverra plus souvent pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, mais de façon... plus régulière. Mais sinon, on peut aller jusqu'à 4. Et après, donc, il y a juste cette limite vaccin vivant où c'est soit le même jour, soit à 28 jours. Ensuite, un patient de 40 ans ayant reçu son dernier rappel DTP à 16 ans doit recevoir un rappel dès que possible. Alors, donc, ça veut dire que cette personne n'a pas eu le rappel de 25 ans, en gros. Donc, effectivement, c'est un peu entre deux parce que On fait plus de 16 ans. Comment? On fait plus de 16 ans. Plus ouais, non, c'est ça. Ouais. Donc, du coup. Donc, en gros, là, ça va pas tenir jusqu'à 45 ans. Parce que le maximum qu'on tolère, c'est 25 ans entre 2 doses DTP actuellement. Donc là, si on va de 16 à 45, ça fera plus de 25. Donc ça sera trop tard, il sera plus protégé. Donc moi, là, je le ferai à 40 ans. Et puis, quitte à pas faire suite 45, mais d'attendre 65. La limite, c'est 25 ans maximum. Donc, celui qui a un rappel, par exemple, à 20 ans parce qu'il s'est coupé, qui avait eu à l'adolescence 12-13 ans, puis 20 ans parce qu'il s'est coupé, lui, il peut atteindre son 45 ans. Mais lui, à 16 ans, non, il ne peut pas atteindre son 45. Ça sera trop long.
Voilà. Ensuite, un patient n'ayant reçu que 2 doses de vaccin contre l'hépatite B il y a 10 ans doit recommencer l'ensemble du schéma vaccinal pour être correctement immunisé. Donc ça, je vous avais dit, non. Chaque dose compte. Donc on lui fait une dose. Et puis, quitte à faire un contrôle sérologique, s'il doit vraiment être immunisé, on fait un contrôle de prise de sang à un mois pour être sûr qu'il ait fait des anticorps. Voilà, et donc ouais, toutes ces règles de rattrapage vaccinal, elles sont bien décrites dans les recommandations du Haut Conseil de santé publique. D'accord, ben merci beaucoup, docteur Quesnard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout est à peu près clair? Bon, bah dans ce cas, écoutez, je vous remercie. Je remercie surtout docteur Quesnard pour cette présentation. Enfin, moi qui m'a, même si à chaque fois on se dit bon bah on va revoir, on sait, mais il y a toujours des nouveautés. C'était vraiment instructif et bien expliqué. Donc merci docteur Quesnard, merci à tous les participants. Une bonne soirée à vous et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.